Bonsoir, bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct à partir des studios de TV5 Monde. Et pour cette 13e heure de direct, la dernière de la journée, nous arrivons au nord-ouest de l'Amérique du Sud. Donc ce pays est situé à côté du Panama, du Venezuela, du Brésil, de l'Équateur et du Pérou. Il a un accès direct à la mer des Caraïbes et à l'océan Pacifique. Bienvenue en Colombie et bienvenue à Bogota, sa capitale, qui recense près de 9 millions d'habitants, et de Medellín, deuxième ville la plus peuplée avec près de 4 millions d'habitants. Pour en parler, j'ai à mes côtés Natalia Fernandez. Vous êtes cofondatrice de l'agence de communication Linka International. Vous êtes colombienne de naissance, vous habitez à Paris depuis 8 ans, vous êtes même née à Medellín. Et votre agence est spécialisée sur le développement des pays émergents en termes de communication. Voilà. Fanny Quintero, vous êtes consultante pour Enlace Commercial. C'est une agence de business développement. Donc j'imagine que vous aidez les sociétés françaises à s'implanter en Colombie. Et parallèlement, vous êtes vice-présidente de la commission Amérique latine-Caraïbes des CCE. Exactement. Et vous aussi, vous êtes franco-colombienne et vous partagez votre temps entre Bogota et Paris. Exact. Alors, tout de suite, puisque nous sommes dans les 24 heures chrono de l'International, nous allons nous intéresser à la présence française sur place, qui, au 31 décembre 2013, il y avait 5029 Français inscrits au consulat, ce qui ne veut pas dire qu'il y a uniquement 5029 Français en Colombie, puisqu'on n'est pas obligé de s'inscrire au consulat. Et la communauté française se concentre principalement sur Bogota et ses environs. Alors, on va tout de suite parler de la vie quotidienne, puisqu'on est toutes les trois et que vous connaissez bien Medellín, vous connaissez bien Bogota. Et pour ce faire, nous allons lancer un sujet qui nous est présenté par Cécile Lavergne, qui est conseillère consulaire, membre élue de l'AFE, et qui va nous indiquer quels sont les avantages et les inconvénients de la vie sur place. Bon, Bogota et Medellín, qui sont la capitale et puis la deuxième ville du pays, ont les problèmes de toute grande agglomération de plus de 8 millions d'habitants, à savoir le trafic, la pollution, de plus en plus de problèmes d'engorgement du réseau. Sinon, bon, c'est des villes agréables, le climat est quand même plaisant puisqu'on n'a pas de saison, donc il fait tout le temps à peu près le même climat. Bon, plus pour Medellín qui est le climat de l'éternel printemps. Bogota, c'est un peu plus compliqué, on passe par deux saisons, une saison pluie, une saison chaude, on va dire, dans la journée, mais ça reste beaucoup plus froid. Alors, la régie vient de m'informer que nous avons réussi à établir la connexion Skype avec deux autres de nos invités. Il s'agit de Jean-Claude Fédérac, qui est directeur du développement Oxecom et qui est également conseiller du commerce extérieur de la France, et David Collat, qui est directeur exécutif de Carula, qui fait partie du groupe Casino et qui lui aussi est conseiller du commerce extérieur de la France. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, on vient d'entendre donc un sujet qui parle du climat, notamment à Medellín et à Bogota. Qu'est-ce que cette vidéo vous inspire? Donc Medellín, ville du printemps éternel? Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une ville avec une température moyenne de 24 degrés toute l'année. C'est une ville où on voit le soleil tous les jours. Et il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Quand il fait chaud, c'est 30 degrés. Quand il fait froid, c'est 20. Donc voilà, c'est le printemps éternel, littéralement. Et elle est à 1500 mètres d'altitude. Hein. Oui, voilà, exactement. Quand c'est même. Une ville qui est située en plein cordillère des Andes. Donc voilà, l'altitude, c'est fait. La Colombie, c'est un pays qui est situé en plein équateur. Donc c'est pour ça que les climats changent d'une ville à l'autre en fonction de l'altitude et des villes. Donc c'est pour ça que Bogota, comme c'est expliqué dans la vidéo, c'est un peu plus frais parce que Bogota est à 2600 mètres. Mais beaucoup mètres. plus frais même. Hein. Exactement. Et en plus, en Colombie, l'avantage, c'est qu'on peut choisir de climat. Il suffit de bouger un peu plus haut ou plus bas. Et Bogota est donc à 2700 mètres et on a dans la même journée des climats qui peuvent aller jusqu'à 20 degrés à midi, mais le matin, on peut avoir 7-8 degrés.
Et j'ai vu qu'en hiver, ça peut même descendre à -7, hein, quand même. Vraiment, je Vous n'ai l'avez jamais vécu Bon. aussi bas, mais Bon. bon, c'est vrai qu'il faut Ça doit être un pas record. loin de 0. Mais D'accord. Surtout les matins, Oui, c'est-à-dire le matin, qu'après, il quand fait le soleil très, arrive, et puis dans la saison de pluie, il fait gris. Il semblerait aussi que c'est un pays merveilleux parce qu'on peut y trouver donc la montagne et juste à côté des plages caribéennes. exact. Hein, Exact. donc un pays d'une Un grande de variété. À propos de la vie au quotidien, messieurs, est-ce que l'un de vous veut bien nous parler du rythme de la ville à Medellín? Comment ça se passe? Quelle est la circulation? À quelle heure les bureaux, les magasins ouvrent? Comment elle vit cette ville de Medellín? Bien, en fait, les gens ont l'habitude de commencer de bonne heure, hein, puisque le jour se lève tôt et puis la nuit arrive vers les 6h30 le soir. Donc, il n'est pas rare dans les entreprises de commencer à 7 heures, hein, notamment dans les entreprises publiques, où les gens peuvent partager ainsi le temps de travail et les études complémentaires. Dès 6h30, vous avez une grande animation dans les rues. Effectivement, la circulation est toujours un peu lourde à ces heures-là, à ces heures de pointe. Notamment, il y a beaucoup de motos. Et Beaucoup là, de on parle bien de motos. Medellín, hein? On parle bien de Medellín, oui. Donc, beaucoup de motos, Bogota. parce que le temps le permet. Et, bon, c'est aussi un moyen de transport plus économique qu'une voiture et donc plus approprié pour beaucoup de gens. Maintenant, je dirais que ce n'est pas le Vietnam, quoi, hein, donc, je veux dire, c'est tout à fait gérable. Voilà. Bogota, À c'est... Bogota, les gens commencent, ça dépend. Les bureaux ouvrent vers 8h, 9h, Ah, c'est un peu plus tard, un alors. peu plus tard, mais les usines commencent très tôt. Parce que la circulation est tellement dense que souvent, on préfère commencer très très tôt dans les usines et quitter plus tôt compte tenu de problèmes de circulation. Donc, on n'est pas loin de Oui, la c'est-à-dire que situation parisienne, quoi. Voilà. D'accord. À propos du coût de la vie, Medellín devrait être moins cher que Bogota, j'imagine. Oui, beaucoup moins. Oui, oui, il y a un vrai différentiel de prix entre la vie à Bogota et Medellín, hein. On peut l'estimer entre 25 et 30%. C'est vraiment considérable la différence entre ces deux villes. J'avais entendu dire que 15 € pour un restaurant, c'était le prix à Bogota, donc on peut imaginer qu'à Medellín, c'est encore moins cher. Oui, oui, oui. Oui, c'est une dizaine d'euros, quoi. 12 euros sur du Medellín. Ah Tout à oui, fait. donc une vie vraiment pas chère. Ah oui. On va étudier dans le prochain plateau justement un petit peu les conditions de logement, voir si est-ce que ça coûte cher de se loger à Medellín ou à Bogota. Et avant d'en parler, on va écouter Cécile Lavergne, qui est conseillère consulaire, membre élue de l'AFE, qui va répondre à la question suivante, à savoir quels sont les quartiers de prédilection pour un Français qui souhaite s'installer à Bogota. Donc à Bogota, essentiellement le nord, ça s'appelle la Zona Rosa. C'est un quartier sécurisé qui est proche de l'ambassade, qui a toutes les commodités, que ce soit de transport, que ce soit de vie culturelle ou de magasins. Enfin, les plus grands centres commerciaux sont là-bas. Sinon, il y a des quartiers tendance, un peu peut-être plus jeunes pour un certain profil humanitaire ou un profil enseignant, qui sont la Macarena et la Candelaria, qui sont beaucoup moins chers et qui ont une attractivité. Enfin, c'est des quartiers bohèmes, on va dire. Alors là, on vient d'écouter ce qu'il en est des quartiers de Bogota. On parlera après de la sécurité parce que quelque part, elle l'a évoqué dans son sujet. On garde ça pour tout à l'heure. Par rapport à Medellín, messieurs, quels sont les quartiers où résident essentiellement les Français? Bon, les Français, on va les trouver sur El Poblado d'une façon générale. C'est quand même le quartier, je dirais, le plus huppé de Medellín. Maintenant, il y a un autre quartier qui est quand même très agréable. Enfin, il y a plusieurs autres quartiers, mais je dirais La Aureles, ce sont des quartiers assez traditionnels et agréables. La Mota, des quartiers modernes. Et puis, de plus en plus, les gens sortent un petit peu, je dirais, même du Poblado, puisque le Poblado commence à être devenu, je dirais, il y a une construction assez importante. Donc, beaucoup d'immeubles, à partir de là, un trafic assez lourd.
Donc les gens qui ont les moyens eh bien, commencent à acheter des terrains plutôt à l'extérieur de la ville et on voit se développer une nouvelle ville autour de l'aéroport de Medellín sur le haut du plateau, Llano Grande. Donc là où les gens initialement avaient plutôt des maisons de campagne, eh bien, ces maisons de campagne deviennent de plus en plus des maisons de résidence en permanence. Alors, j'ai quelques prix, hein, je vais les citer rapidement. Donc, pour se loger à Bogota, comptez environ 500 € pour un studio, 1300 € pour un 3 pièces, dans les quartiers nord. En revanche, si vous descendez vers la Candelaria, ce sera 50% moins cher. Et on va en parler tout de suite après, parce que si c'est moins cher, c'est aussi parce qu'il y a peut-être des raisons. À Medellín, en tout cas, se loger, c'est environ, on l'a dit tout à l'heure, 20% moins cher. Hein. Alors voilà, donc qu'en est-il de la sécurité dans ce quartier qu'on vient de citer, qui est moins cher, la Candelaria? Visiblement, c'est un quartier qui est cité sur le site du ministère des Affaires étrangères comme n'étant pas très sûr. Alors, chassons les idées reçues une bonne fois pour toutes. Qu'en est-il de la sécurité à Bogota, Fanny Quintero? Je dirais que la sécurité en Colombie ou à Bogota actuellement, c'est vrai qu'il faut faire attention au portable. Il ne faut pas parler dans la rue avec le portable. C'est comme à Mais Paris, c'est vrai ça. qu'à Paris, ça devient C'est pareil, un peu ouais. pareil. Ouais. Donc, je pense que la sécurité, c'est un faux problème maintenant en Colombie. La différence entre le quartier nord et la Candelaria, c'est vrai que la Candelaria, c'est très attrayant pour les Européens parce que c'est l'architecture coloniale, c'est très convivial. C'est aussi où il y a beaucoup d'événements culturels. Il y a le Théâtre Colón qui est au milieu, il y a le ministère des Affaires étrangères. Et c'est vraiment très, très, très beau. Seulement, bon, c'est très bohème. C'est quartier à touristes Voilà, aussi, c'est donc. très bohème. Et c'est vrai que pour une famille, c'est préférable, et presque tous préfèrent vivre dans le nord de Bogota, près du lycée français. Il y a D'accord. une chose intéressante aussi à souligner pour la vie en Colombie, c'est que actuellement il y a 3 lycées français. Il y a un lycée français à Bogota, à Cali, à Pereira, et prochainement il y aura un lycée français à Medellín. Très Et bien. donc ça, c'est important C'est important à souligner. à souligner. La sécurité à Medellín. Et bah, c'est pareil, c'est-à-dire que la Colombie a une réputation de pays dangereux parce qu'on a Mais porté un Escobar est historique. mort hein, depuis 93. Mais voilà, exactement. Et par contre, aujourd'hui, par exemple, l'année 2014 a été l'année la plus sûre, entre guillemets, en termes de sécurité, de délinquance depuis les années 70. Donc, c'est-à-dire qu'on revient au niveau avant et cette époque de violence qu'on a vécue. Donc on est dans une vraie métamorphose. Exactement. Le pays a vécu une transformation absolue depuis 10-12 ans. Et aujourd'hui, il y a des problèmes de délinquance comme on trouve dans toutes les grandes villes au monde. C'est-à-dire qu'on risque de se faire voler, on risque de se faire piquer son portable. Mais au-delà, à part de prendre les précautions qu'on prend dans n'importe quelle ville, il n'y a pas plus... Oui, c'est fini. C'est terminé maintenant. Ouais. D'accord. Juste 2 ou 3 mots sur le métro de Medellín, parce qu'il paraît qu'il est... Il faut voir. Magnifique. Il est superbe. Je l'ai connu l'année dernière, et c'est vrai que c'est tellement propre. Immaculé. C'est incroyable. On pourrait s'asseoir par terre. Et sécure. Ah oui, Totalement. c'est impressionnant. Totalement. Oui, et surtout, c'est-à-dire les métros représentent justement cet emblème de transformation et qui a vécu la ville, Medellín, qui est réputée parce que c'est une ville innovante, parce que c'est une ville où les gens bougent beaucoup et créent beaucoup de choses. Donc les métros représentent vraiment, c'est l'emblème de la transformation de la ville. Tous les projets d'urbanisme qui se sont créés autour du métro, parce que maintenant il y a les bus qui sont intégrés, et il y a les métros câbles ce sont des téléphériques qui vont dans les quartiers hauts de la ville, parce que la ville est entourée de montagnes. Donc c'est l'emblème de cette transformation. Et du coup, les paisas, c'est comme ça qu'on appelle les gens de Medellín, ils sont tellement fiers qu'ils gardent les métros, ils les préservent. Il y a toute une culture autour qui fait qu'il est magnifique, le métro. Donc en 2 mots, Bogota, Medellín, des villes sûres, des villes où il y a un coût de la vie vraiment moindre qu'en France, vraiment beaucoup inférieur. Et puis, donc une idée reçue de chasser.
ces deux villes sont devenues très sûres. Merci beaucoup, Natalia. On a été heureux de vous recevoir. On va faire une pause et puis on va aborder la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée plus à la vie quotidienne de l'entreprise. Voilà, à tout de suite. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. De retour sur le plateau de l'émission consacrée à Bogota et à Medellín, j'ai à mes côtés une nouvelle invitée, Blanca Cecilia Tapias Rivière. Bonsoir Sandrine. Bonjour, merci d'être là. Donc Blanca, vous êtes colombienne d'origine, Ouais. Vous êtes née à Bogota, vous vivez à Paris depuis 30 ans. Vous êtes avocate au barreau de Bogota et chez Alstom depuis 27 ans. Exact. Et vous avez occupé pendant 10 ans le poste de juriste responsable de l'Amérique latine. Exact. Et actuellement, vous avez un très long titre. Vous êtes directeur juridique du département du droit de la concurrence et coordinateur des directeurs juridiques pays Alstom. Vous avez donc quand même un poste assez conséquent. Ouais. Et vous êtes avec nous pour que nous évoquions ensemble la vie économique en Colombie. Et toujours à mes côtés, Fanny Quintero et via Skype, Jean-Claude Fédérac et David Colla. Messieurs, on ne vous oublie pas, on va vous faire intervenir. Et on va tout de suite écouter Victor Brun, qui est directeur général de la Chambre franco-colombienne de commerce et d'industrie, qui va nous dresser un état des lieux de la présence économique française en Colombie. Alors aujourd'hui, nous avons 120 filiales françaises établies en Colombie. Ce chiffre devrait fortement augmenter dans les 4 à 5 années à venir, puisque tous les mois de nouvelles sociétés s'installent en Colombie, à Bogota, mais également en province. Et la France est d'ailleurs d'ores et déjà le premier employeur étranger en Colombie, avec 83 000 emplois directs et plus de 200 000 emplois indirects. Donc on le voit, une présence française quand même assez conséquente qui génère des emplois. Exact. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la Colombie ? Quels sont ses atouts ? En quoi est-ce une destination privilégiée en Amérique latine ? On va peut-être donner la parole à Monsieur Fédérac pour un argument, et puis ensuite on passera la parole à Blanca et à Fanny. Monsieur Fédérac. Oui, donc je dirais que comme argument, je dirais que d'abord le marché colombien est un marché quand même de 45 à 46 millions d'habitants, donc c'est un marché quand même intérieur important. Maintenant, la Colombie a beaucoup d'autres des frontières et à partir de, je dirais, d'une base colombienne, on peut exporter sur les pays voisins relativement facilement. Alors ça, c'est un premier atout. Un deuxième atout, alors, Alors, Blanca. il y a même plusieurs d'autres atouts, et notamment il y a une stabilité institutionnelle assez importante. Depuis des décennies, les institutions sont toujours les mêmes, qui donnent une sécurité aux entreprises. Ce qui garantit des lois quand même qui ne changent pas tout le temps, quoi. Qui ne changent pas tout le temps. Il y a aussi une stabilité fiscale,
malgré qu'il y a une fiscalité un peu plus élevée que dans les autres pays de la zone, mais dû à la qualité de vie qui est plus importante aussi des pays voisins. Il y a le plus important, c'est que c'est une économie aujourd'hui en plein essor depuis déjà plusieurs années, 5 ans, et le taux de croissance des PIB augmente toujours, se situe entre 4,5 et 4,7. Et depuis 10 ans. Depuis 10 ans, alors c'est mieux. Et en 2013, ça a été le meilleur taux de croissance de la zone Amérique latine. Fanny Quintero. Ça a été même la 5e, l'année dernière, au premier semestre 2014, oui. La Colombie avait 5,4% de croissance, a été le 5e pays de croissance plus forte au monde, ouais. Après la Chine, la Malaisie, les Philippines et l'Irlande. Donc la Colombie est quand même partie sur une croissance très très intéressante qui a été dopée par les infrastructures et la construction. Donc ça, c'est quelque chose c'est un secteur très, très important en Colombie. Voilà, et là, on aborde un petit peu ses faiblesses quand même. Voilà. Donc, les faiblesses, Monsieur Fédérac ou Monsieur Colas, s'il y en a à évoquer, quelles sont-elles ? Je dirais que la Colombie, comme elle est traversée par la cordillère des Andes qui se divise en 3 lorsqu'elle arrive en Colombie, bien entendu, c'est un pays montagneux fait de montagnes et de vallées. Donc, les voies de transport ne sont pas aisées. À partir de là, construire des ponts, construire des autoroutes, ça devient plus compliqué. Maintenant, la Colombie, effectivement, a mis en place un énorme plan de développement de ces autoroutes, de tunnels, de façon à pouvoir raccourcir les distances et les temps de trajet. Donc, et surtout, fiabiliser le transport qui... Dans certaines régions du pays, vous avez encore des camions de 30 tonnes qui passent sur des routes quand même vraiment peu larges, pas au standard international en tout cas. Voilà. D'accord. Donc là, il y a des secteurs à creuser. Hein. Ouais. Pour peu qu'on soit dans les infrastructures, il y a des choses à faire là-bas. Les inégalités sociales, on peut quand même les évoquer en tant que faiblesse. Ça se traduit comment au quotidien ? Alors, ça se traduit parce qu'il y a, comme dans tous les autres pays en Amérique latine, des immenses richesses et des pauvretés aussi importantes. Des écarts qui sont toujours concentrés dans les grandes villes, spécialement à Bogota. Et donc, lié à ça, il y a un chômage lié dans les classes sociales les plus basses et qui pénalise à nouveau l'image de la Colombie, mais que pour les ressortissants étrangers qui arrivent, et je dirais qu'ils trouvent plutôt une main-d'œuvre plutôt bon marché. Oui, parce que le SMIC, je crois, est à 250 €. Hein. Oui, exact. Donc, pour les entreprises françaises, cette différence d'inégalité, c'est plutôt, il peut tirer un atout pour s'implanter, trouver de la main-d'œuvre moins chère. Bien qu'en Colombie, il faut noter, c'est une main-d'œuvre très qualifiée à tous les échelons de la... C'est un autre atout, ça. Hein. Voilà. D'accord, une main-d'œuvre très qualifiée. On va maintenant aborder les secteurs porteurs, voire une niche. Et nous allons écouter tout de suite Jean-Claude Bessudo, qui va justement nous parler peut-être d'une niche à exploiter, tout au moins d'un secteur à exploiter. Il est président d'Aviature. Il est également conseiller du commerce extérieur de la France. On l'écoute tout de suite. 85% sont des personnes qui viennent du motif professionnel, congrès, et seulement 15% pour découvrir le pays. Si nous parlons du tourisme à Bogota et à Medellín, ce sont principalement des hommes d'affaires ou des gens qui assistent à des événements professionnels. Alors, comme vient de nous le dire Monsieur Feguzo, je crois. Bessudo. Le tourisme, c'est un tourisme d'affaires. À Medellín, est-ce que c'est le cas aussi à Bogota ? Essentiellement à Bogota. Essentiellement. Dans les deux villes, puisque la plupart, il n'y a presque pas aujourd'hui, dû au conflit armé,
Et le tourisme de découverte, comme il y avait il y a 20 ans, 30 ans, a disparu petit à petit. On espère qu'il va regagner à nouveau aujourd'hui la confiance. Et sur ça, j'aimerais bien noter qu'il serait bien que l'avis aux voyageurs des ministères des Affaires étrangères soit un peu plus positif sur Bogota. Notamment au niveau de la sécurité, parce qu'il est négatif. Il est très négatif. Je l'ai relevé, il est négatif. Moi aussi, j'ai vu sur 5 villes en Amérique latine, et la seule qui est vraiment très mauvaise, c'est Bogota, ville très dangereuse. Et Medellín aussi. Et ça a changé peut-être un petit peu moins. Voilà, un petit peu moins. Donc, on espère qu'il y aura un regain, parce que c'est un pays magnifique, la nature est très très belle. Et situé sur il y a beaucoup de choses à voir. C'est un des pays qui a le plus de biodiversité au monde. D'ailleurs, il y a eu 2 reportages qui ont été faits, qui sont passés dans la télévision française et qui ont été faits par des Anglais qui montraient des baleines, des moustiques, des papillons en Colombie. C'est magnifique. Oui, il semblerait qu'on passe d'une extrême à l'autre en plus en quelques kilomètres. Quoi. Exactement. Quelques centaines de kilomètres. Exactement. Ouais. Mais il y a aussi, je pense que le tourisme, il y a l'agence de promotion de la Colombie qui s'appelle ProColombia, qui a énormément œuvré, et notamment ils ont ouvert un bureau à Paris, pour développer le tourisme en Colombie en tant que tel, en travaillant avec les agences de tourisme. Et il y a par exemple beaucoup de tourisme de croisière qui arrive aujourd'hui en Colombie, notamment à Carthagène. Et on est passé des 46 000 il y a 4-5 ans à 300 000 voyageurs qui arrivent en Colombie par ces biais. Monsieur Fédérac, à propos des secteurs porteurs, j'imagine que vous en avez pas mal à citer. Vous parlez des secteurs porteurs industriels ou des secteurs porteurs du tourisme? Peu importe, disons des secteurs que pourraient exploiter des porteurs de projets français qui seraient tentés pour développer quelque chose en Colombie. Alors déjà, je voudrais rajouter un petit mot là sur Medellín et en particulier la sécurité. En 2009, il y a eu l'Assemblée générale de la BID, la Banque interaméricaine de développement, qui s'est déroulée à Medellín. Donc, je pense qu'avec 4000 participants, c'était quand même un événement important, un événement choc et un événement qui a démontré que Medellín était une ville qui disposait d'une plateforme hôtelière et également de standards de sécurité tout à fait corrects pour organiser ce genre d'événement. Donc, je dirais que ça, c'est quand même un point fondamental. Maintenant, après, sur les développements, je dirais, industriels, bon, Medellín, c'est une ville industrielle. La tradition est industrielle. Ce sont des entrepreneurs, d'une façon générale, des gens qui aiment, je dirais, prendre du risque tout en le mesurant. Mais d'une façon générale, quand vous voulez que vous identifiez effectivement un secteur porteur, il serait, à mon avis, la meilleure démarche, c'est de trouver un partenaire local de façon à pouvoir développer conjointement ce projet. Alors, dans les projets que nous avons vus, bien, il y a Renault qui est présent ici depuis très longtemps sur Medellín via Sofasa, et donc évidemment avec un savoir-faire au départ français, mais devenu de plus en plus mixte. Et j'ai à côté de moi, j'ai Monsieur Colas de Casino, qui est un excellent exemple de développement à qui je vais céder la parole. Voilà. Sur la partie distribution, le groupe Exito, donc, est une filiale du groupe Casino. Aujourd'hui, nous sommes leaders en Colombie. Nous avons plus de 42 000 emplois directs. Nous sommes le plus gros employeur privé. Et en effet, le siège social est ici à Medellín. Mais comme beaucoup d'autres secteurs, et le secteur bancaire, avec Bancolombia, qui est le leader du secteur bancaire, était aussi basé à Medellín. Nutresa, qui est un énorme groupe industriel, est à Medellín. Medellín, c'est vraiment une ville industrielle, commerciale. C'est un peu le poumon économique de la Colombie. Sur Bogota, je crois qu'il y a quelques secteurs aussi qui sont à exploiter. Sur Bogota, il y a aussi, à part l'infrastructure qui est un peu partout en Colombie, il y a aussi le cosmétique. Il faut savoir que il y a le prêt-à-porter. Il y a beaucoup de marques, des commerces. Bon, il y a le commerce qui développe énormément parce que la consommation augmente avec cette croissance. Voilà, la classe moyenne grandit en Colombie. Qui serait passée de 16 à 30%. Exactement. Oui, parce que le PIB
capita a été multiplié par 3 en 10 ans. Donc, c'est un pays qui est très dynamique là-dessus. Et on trouve des marques françaises pareilles aux mêmes. Il y a Louis Vuitton qui va s'installer. Et pas mal de centres commerciaux, donc. Oui, il y a centres commerciaux à Bogota et à Medellín. Ouais, ça, c'est récent. C'est depuis combien de temps? C'est un peu dans la culture, mais avec l'essor économique, ça s'est multiplié et il y en a dans tous les quartiers. Et il y a toute la présence des luxe français dans ces centres commerciaux. Et c'est un but aussi, c'est une promenade familiale d'aller dans les centres commerciaux le week-end. Donc il y a des activités pour les enfants, des jeux, des choses comme ça. Et on m'a cité aussi donc la restauration, la pâtisserie, la boulangerie, car la Colombie est très francophile pour tout ce qui concerne la gastronomie. Exact. C'est vrai, ça ressemble un petit peu. C'est incroyable parce que même dans les petits villages, on trouve tout à coup un Français qui est arrivé sac à dos, qui s'est installé et il ouvre sa pâtisserie. Et ça marche. Et ça marche. Et tout le monde adore. C'est vraiment très apprécié par les Colombiens depuis longtemps. Parfait. Alors la transition arrive. Alors comment monter sa société? Parce que ce garçon qui est arrivé avec son sac à dos, il a bien fallu qu'il monte une société. Comment a-t-il fait? On va faire une courte pause et puis on va se pencher sur la question. Très bien. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission consacrée à la Colombie et plus spécifiquement à Bogota et Medellín. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, comment peut-on monter sa société en Colombie? On a Monsieur Cola, David, qui est sur Skype. David Cola, quel est le délai pour monter sa société en Colombie? Alors, les délais sont variables suivant la nature de la société, mais sur une société très simple, en une quinzaine de jours, on peut aujourd'hui monter sa société en Colombie. 15 jours, donc c'est effectivement très rapide. Le coût, Blanca? Le coût varie à peu près entre 2 000 euros et 5 000 euros. Ça dépend aussi de la complexité de la société, mais je dirais 2 000 euros, pour une petite société, c'est parfait. La fiscalité, elle est élevée? Pour les sociétés, j'entends. Pour la société, normalement, l'impôt sur les sociétés est de 25% de base. Et ensuite, les plus-values, il y a 10%. Il y a une réforme fiscale qui vient de passer à la fin de l'année dernière, qui change un peu la donne. Mais bon, ça dépend des cas. Ça reste très... Oui, par rapport à la France, oui. Très raisonnable, d'accord. Alors, on a parlé très rapidement tout à l'heure du SMIC, qui est de 250 euros à peu près par mois. Est-ce que, on va peut-être demander à M. Cola, est-ce que le droit du travail, M. Cola, est lourd en Colombie ou est-ce qu'il est assez libéral? Non, il est très libéral en fait, puisque aujourd'hui, un employé avec un mois d'anticipation ne peut dire qu'il peut se retirer, mais dans les faits, avant, il avait un mois et s'il ne respectait pas ce délai, il peut y avoir une sanction de la part de l'employeur. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune sanction, c'est-à-dire qu'un employé peut se retirer en très peu de temps. Et c'est-à-dire en quelques jours, en 2-3 jours, il peut quitter la société. Et l'employeur, ça marche dans les deux sens? Oui, ça marche dans les deux sens, sachant que bien évidemment, quand l'employeur veut se défaire d'une personne, il y a un calcul d'indemnité, comme il existe en France, qui est calculé, et après, la sortie peut être très rapide.
D'accord, très bien. Donc, et en plus, on va quand même souligner qu'il y a une agence à Bogota, je crois, qui s'appelle Invest in Bogota, qui est quand même très, très dynamique. Et puis la Chambre de commerce, et puis la section des CCE aussi. Bien sûr. Vous êtes combien de CCE Nous sommes une trentaine. Une trentaine. Dans une cette grande section section-là. Oui, c'est une grande section. Vous vouliez dire C'est quelque chose? intéressant de signaler que la Chambre de commerce franco-colombienne va avoir 100 ans l'année prochaine d'existence. Donc c'est déjà centenaire. Déjà centenaire, oui. D'accord. Et puis vous avez même une jeune chambre, une chambre des jeunes entrepreneurs français. Est-ce que ça, c'est le signe qu'il y a des startups qui arrivent en Colombie? Oui, il y a beaucoup de jeunes Français qui viennent s'installer, aussi bien dans les services, dans le tourisme, aussi, par exemple, aussi dans les boulangeries et dans la restauration. Et nous avons, avec les conseillers commerce extérieur, avec la Chambre de commerce franco-colombienne à Bogota, mis en place un concours d'innovation pour justement ces jeunes entrepreneurs français. Bon, alors on n'a parlé que des choses sympathiques. Il faut quand même qu'on aborde un petit peu les choses qui fâchent. On va demander à David Colas s'il est toujours avec nous. Quelles sont les difficultés auxquelles on peut être confronté quand on monte sa société en Colombie, quelque chose qu'on n'aurait pas prévu et qu'il faut peut-être mieux anticiper, par exemple? Non, en fait, c'est un pays qui est très différent de la France. Il a des us et coutumes, des règles qui sont très différentes. Donc, le premier conseil, c'est de se rapprocher des organismes qui existent aujourd'hui, comme la Chambre de commerce, les CCE, enfin toute la panoplie que met à disposition le gouvernement français et les entités privées françaises pour prendre conseil, puisque c'est pas si simple. On n'est pas du tout dans le même environnement économique que la France. Justement, c'est ça que j'aimerais savoir. Blanca, qu'est-ce qui peut dérouter un entrepreneur français qui arrive? Déjà, savoir où se situer. Ça dépend de son objet, qu'est-ce qu'il va faire. Mais s'il se situe au centre des pays, loin de l'infrastructure existante, et il doit transporter des biens, là, il va être très mal. Pourquoi? Parce que les infrastructures ne sont pas bonnes. Donc, ça, c'est un point. Et un autre qui est important qu'il faut savoir, c'est que les entreprises étrangères peuvent négocier avec la municipalité les taux de fiscalité qu'ils doivent payer au niveau municipal. Donc, savoir le faire à l'avance. Et pour ça, il y a l'administration colombienne qui peut aider, surtout les consulats français et l'ambassade. Bien choisir sa localisation et négocier. Et négocier, exact. Fanny Quintero. Oui, je voudrais ajouter aussi que lorsqu'on amène des devises pour monter une société, il faut bien tenir compte que la Colombie est un pays avec un contrôle de change. Donc, il faut déclarer ses devises, le capital qu'on amène, au Banco de la République, donc à la Banque centrale. Et il faut remplir un formulaire qui s'appelle le formulaire 4, de manière à pouvoir ensuite, si vous avez des bénéfices que vous voulez rapatrier ou vous voulez sortir, vous puissiez le faire. Parce que sinon... déclaration pour sortir les bénéfices, sinon ça ne marche pas. Exact. Oui, c'est bon à savoir. Il y a plein de petits détails comme ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment se faire... Vous en auriez un autre comme ça, parce qu'à mon avis, celui-là est important. Il faut vraiment faire attention et se faire conseiller par des experts. Il ne faut pas faire les choses à la va-vite. Il faut vraiment se faire accompagner. Oui, voilà. C'est un pays très légaliste. Donc, il faut toujours faire appel à un avocat pour toutes ces démarches qu'une fois qu'on les connaît, ça semble évident, mais quand on ne les connaît pas, c'est difficile. Ça va dans le sens de ce que vous disiez, Monsieur Colas, je crois. Tout à fait, c'est exactement ça. Parfait. Alors, notre émission va toucher à la fin. On va arriver à la conclusion. Et on va justement énumérer dans ce prochain plateau toutes les erreurs que des gens que vous avez pu connaître ont pu commettre, des erreurs qui sont surtout à ne pas commettre. Donc on vient d'en citer une là qui est quand même très importante. Donc on va faire une pause et puis on va se retrouver tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, nous sommes sur le dernier plateau de l'émission consacrée à Bogota et à Medellín. Blanca, Fanny, Jean-Claude Fédérac, David Colla, on va consacrer ces dernières minutes à évoquer les erreurs qu'il faut éviter de commettre en Colombie et normalement les erreurs qui seraient d'ordre culturel. Fanny, vous m'en avez cité une pendant la pause là. Oui, il ne faut pas croire que parce que les Colombiens sont très accueillants, très sympathiques et sembleraient décontractés, que ça veut dire qu'ils ne tiennent pas à ce que ce soit vraiment très strict. Il y a de la rigueur. Voilà, c'est très rigoureux dans le comportement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer. De la même manière, on disait aussi la Colombie est un pays qui a des gens qui sont extrêmement bien formés. Donc, on trouve la très bonne main-d'œuvre. Oui, et une autre caractéristique, c'est que les employés sont très attachés à leur entreprise pourvu qu'ils soient bien traités. Et sinon, ils n'hésitent pas à quitter la société, à aller chercher ailleurs s'ils ne se plaisent pas. Mais s'il y a des conditions économiques et d'ambiance qui sont favorables... Vous avez une reconnaissance. Il y a une reconnaissance et tout le monde aspire toujours, les Colombiens, je dirais, sont assez ambitieux, toujours à monter et aller toujours plus loin dans sa vie professionnelle, dans sa vie économique. David Colla, vous qui gérez, j'imagine, pas mal de monde sur place, et notamment sûrement des locaux, qu'est-ce que vous pensez de ce que viennent dire Fanny et Blanca? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? À moins que ce soit Monsieur Fédérac. Non, mais c'est David Colla, donc je vais dire un mot, après je vais laisser la parole à Monsieur Fédérac. Aujourd'hui, nous, on a 42 000 personnes. On a une élite qui est très capable, qui est très formée, qui est très brillante. Par contre, après, sur les populations, nous, un peu plus laborieuses, sur des employés de base, on dépense des millions de dollars en formation, puisque la formation est quand même assez limitée. Et après, pour peu d'argent, cette population, pour très peu, part à la concurrence. On a des rotations de personnel qui sont quand même très importantes dans nos métiers. Il y a un gros turnover alors. Oui. D'accord. Monsieur Fédérac, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je dirais que d'une façon générale, la relation avec les employés, elle est basée essentiellement sur le respect mutuel. À partir du moment où vous avez le respect mutuel, les Colombiens sont effectivement, comme l'a dit Blanca, très attachés à leur entreprise. Donc, alors évidemment, après il y a l'aspect salaire, ça va jouer dans beaucoup de cas. Mais lorsqu'ils voient il y a un futur dans leur entreprise et un bon encadrement, ils savent donner de leur temps également. D'accord. Eh bien, on va terminer cette émission chacun avec un mot, une conclusion, la vôtre, par rapport à la Colombie, et ce que vous pourriez adresser comme message à ceux qui nous écoutent. Mon expérience, c'est que tous les Français que j'ai connus ont vécu en Colombie la quittent avec beaucoup de regrets. Vraiment, c'est un pays où il fait bon vivre. Très bien. Alors, il y a une publicité qui dit « Et le seul risque que vous prenez en allant en Colombie, c'est celui de vouloir y rester. » Monsieur Colla? Oui, non, mais exactement. Je crois que c'est un pays charmant, beau, beaucoup de personnes avec une très grande gentillesse. C'est un pays qui mérite d'être connu. Et Monsieur Fédérac? Écoutez, moi j'ai pris une décision, je vais demander la nationalité colombienne, donc vous voyez, j'ai vécu 14 ans et donc je vais y rester. Très bien. Mais donc je crois qu'en conclusion, la Colombie, c'est une destination à découvrir, tant pour ses habitants que pour son dynamisme économique. Donc, si vous êtes dans le bâtiment, si vous êtes boulanger, si vous êtes dans le tourisme, si vous êtes cosmétique, prêt-à-porter, voilà, il faut commencer à, pourquoi pas, à songer, faire quelque chose là-bas, à Medellín ou à Bogota. Et la section DCCE, d'ailleurs. Nous sommes prêts à vous aider. Parfait, voilà. Merci beaucoup, Blanca. On se retrouve demain à 10h du matin. Et nous irons à l'autre bout du globe, nous irons à Melbourne. Bonne soirée et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci. Merci.